le Rwanda doit cesser immédiatement tout soutien au M23 et retirer ses forces armées de la RDC. La RDC doit veiller à ce que ses forces respectent le droit international. Elle doit cesser toute forme de soutien au Wazalendo. Je me vois obligé de relever que le haut-commissaire aurait pu, sur base de ses propres constatations, aller jusqu'à qualifier les faits en génocide. J'aimerais m'assurer d'avoir bien compris. Le ministre des Droits humains de la RDC, du gouvernement de la RDC, a-t-il accusé ma délégation et mon pays d'être génocidaires et d'effectuer un génocide sur le territoire? Merci. Nous allons à présent entamer le dialogue interactif renforcé avec la mission d'établissement des faits sur la situation dans les provinces de Nord Kivu et du Sud Kivu et avec l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo, conformément aux résolutions S37/1 et 57/34 du Conseil. Permettez-moi de rappeler que le Conseil a décidé de tenir un seul dialogue interactif renforcé sur la République démocratique du Congo. Lors de sa réunion du 8 septembre, le Bureau a décidé de proposer au Conseil que le temps de parole pour la délégation du pays concerné par les deux résolutions, en l'occurrence la République démocratique du Congo, soit de 12 minutes au total, ça veut dire 8 minutes pour la présentation initiale et 4 minutes pour la conclusion. Y a-t-il des membres du Conseil qui souhaitent commenter cette proposition? Je ne vois pas. Il en est ainsi décidé. Merci. J'ai l'honneur d'accueillir M. Volker Türk, haut-commissaire aux droits de l'homme, qui prononcera la déclaration d'ouverture. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à nos distingués intervenants, Son Excellence M. Samuel Mbemba Kabuya Tanda, ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo, Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Madame Marie-Thérèse Keïta Bokoum, présidente de l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo, M. Bessolé René Bagoro, membre de l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo, et M. Disma Kitenge Senga, président et cofondateur du Lotus Group. Je souhaite également la bienvenue à Son Excellence M. Guillaume Ngefa, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. La liste des orateurs sera close dans 15 minutes et j'ai à présent l'honneur de donner la parole au haut-commissaire aux droits de l'homme pour sa déclaration, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Excellences, distingués participants, peu d'endroits au monde sont confrontés à une crise aussi grave et urgente que celle que traverse la République démocratique du Congo. Une surveillance et des rapports indépendants et impartiaux peuvent contribuer à établir précisément ce qui s'y passe à des fins de vérité, de justice et de reddition des comptes. Dans la confusion de la guerre, la propagande, la désinformation et la peur peuvent parfois déformer et cacher les faits. C'est pourquoi notre mission d'établissement de faits, mandatée par ce Conseil en février, est si essentielle. La mission a établi que toutes les parties impliquées dans la récente et choquante escalade de violence dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ont commis des violations graves et des atteintes au droit international des droits humains et de graves violations du droit international humanitaire. La mission a constaté que le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda ainsi que les forces armées de la RDC et les groupes armés affiliés, ont commis des crimes de guerre. Elle a aussi conclu que le M23 pourrait avoir commis des crimes contre l'humanité. Le Rwanda et la RDC ont des responsabilités en vertu du droit international pour leur appui à des groupes armés connus pour avoir commis des graves atteintes aux droits humains. Excellences, le M23, soutenu par les
RDF a commis des atteintes et des violations généralisées et systématiques dans le nord et le sud Kivu, visant à intimider et à contraindre la population civile pour renforcer ses rangs et imposer l'ordre et la sécurité. Le M23 a exécuté sommairement des civils, surtout des hommes, soupçonnés de collaborer avec les forces gouvernementales. Il a tué des civils, y compris des enfants, sans raison apparente. En juillet, des membres du M23 ainsi que des soldats présumés des RDF et des civils armés de machettes ont massacré des centaines de personnes, principalement des membres de la communauté Hutu, dans 4 villages au Rutshuru. C'est l'un des incidents les plus meurtriers enregistrés depuis la résurgence du M23 en 2022. Au cours d'opérations de ratissage quasi quotidiennes, le M23 a systématiquement enlevé et détenu des milliers de personnes. Ces opérations visaient des membres présumés des forces armées de la RDC et les groupes affiliés, mais aussi leurs familles ou toute personne soupçonnée d'être liée à eux, ainsi que des membres de la société civile. Mon équipe a aussi confirmé que le M23 a commis des actes de torture et de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles contre les détenus. Certaines personnes ont été battues à mort ou sont mortes de blessures, d'asphyxie ou de faim et de déshydratation. D'après le témoignage, certains gardes étaient rwandais. Des milliers de civils, dont des enfants, ont ensuite été envoyés dans des camps dits d'entraînement où ils ont été soumis au travail forcé, à la servitude militaire et à d'autres formes de torture et de mauvais traitements. Le sort de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants enlevés reste inconnu. Mon équipe a également documenté que les forces armées de la RDC ont délibérément tué des civils après des affrontements avec les groupes armés dits Wazalendo. Elle a constaté que les Wazalendo géraient au moins 13 sites où les détenus étaient soumis à la torture et à des mauvais traitements. Selon la mission, les groupes Wazalendo avaient recruté des enfants de moins de 18 ans et dans certains cas de moins de 15 ans pour les utiliser comme combattants, messagers, escortes ou en tant qu'espions et qu'ils les détenaient arbitrairement dans des conditions inhumaines. Excellences, depuis des décennies, les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre en RDC. Aujourd'hui, cette horreur continue. Notre mission a révélé que la plupart des parties au conflit commettent des violences sexuelles à grande échelle. Des femmes et des filles, dont certaines n'avaient que 10 ans, ont été enlevées, violées collectivement, réduites en esclavage sexuel et humiliées, totalement déshumanisées. Certaines sont mortes des suites de ces viols. Mon équipe a aussi documenté des cas de violences sexuelles contre les hommes, les garçons et les personnes LGBT, même si nous savons que ces crimes sont très rarement signalés en raison de la stigmatisation et de la peur. Mon équipe a identifié un schéma de violence sexuelle généralisé par des membres des forces armées de la RDC et des Wazalendo lors de leur retrait de ligne de front. Ces crimes ont laissé de profondes cicatrices sur les victimes, traumatismes physiques et psychologiques, grossesse non désirée et risques de problèmes de santé à vie, y compris l'infertilité ou l'infection par le VIH. J'ai rencontré moi-même des victimes et des survivants dans les sites des déplacés de Bulongo en 2124 et j'ai vu de mes propres yeux à quel point les violences sexuelles déchirent les liens familiaux et communautaires, forçant souvent les survivantes à quitter leur foyer. Certaines femmes ne révèlent pas avoir été violées, craignant d'être stigmatisées. Les services de santé sont sous-financés et inadéquats, ce qui ne fait qu'aggraver leur souffrance. Cette question exige l'attention immédiate de la communauté internationale. Monsieur le Président, l'expansion du M23
a laissé une traînée de destruction dans le nord Kivu et le sud Kivu. Elle a également eu un impact négatif sur les droits humains dans d'autres parties du pays. Les forces de sécurité étatiques ont été redéployées pour combattre le M23 et d'autres groupes armés, dont les ADF et la Codeco, ont profité du vide sécuritaire. Entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits humains en RDC a recensé plus de 5000 violations et atteintes aux droits humains et violations des droits internationaux humanitaires à travers le pays. Celles-ci incluent des exécutions sommaires, des actes de torture et de mauvais traitements, des violences sexuelles, et des enlèvements et des arrestations et détentions arbitraires. Le nombre de victimes de ces crimes a augmenté de 16% au cours de cette période par rapport à la même période l'année dernière. Après le M23, les ADF sont le groupe armé responsable de la majorité des atteintes, avec des attaques concentrées dans le nord Kivu et l'Ituri. Rien qu'en juillet, les ADF ont tué plus de 100 civils dans le territoire d'Irumu en Ituri. En août, ils ont tué au moins 52 civils à Lubero et Beni au nord Kivu. Au cours de la période considérée, la plupart des parties au conflit ont multiplié les arrestations et détentions arbitraires d'opposants politiques ainsi que les menaces contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les activistes de la société civile. Le M23 a intensifié les menaces contre les magistrats. Depuis janvier 2025, le Bureau conjoint a enregistré 568 demandes de protection, dont 87 formulées par des femmes. Même dans les provinces qui ne sont pas directement affectées par le conflit armé, comme le Mai Ndombe et la Chopo, les tensions et la violence intercommunautaire ont entraîné des meurtres, des mauvais traitements, des violences sexuelles et des déplacements massifs. À Kinshasa et dans la province du Kasai, mon bureau rapporte que les discours de haine et les attaques à caractère ethnique ont augmenté contre les personnes présumées d'être associées au M23. Excellences, les violations se poursuivent en cet instant même, multipliant les souffrances d'une population traumatisée par des décennies de violence. Les efforts déployés au cours des derniers mois pour parvenir à la paix sont encourageants, mais ils doivent se concrétiser sur le terrain. Un véritable cessez-le-feu est nécessaire de toute urgence. Toutes les parties au conflit doivent veiller au strict respect du droit international des droits humains et du droit international humanitaire. Le Rwanda doit cesser immédiatement tout soutien au M23 et retirer ses forces armées de la RDC. Il doit mener des enquêtes sur les allégations de violations et d'atteintes qui lui sont imputables et tenir les auteurs redevables. La RDC doit veiller à ce que ses forces respectent le droit international. Elle doit cesser toute forme de soutien au Wazalendo et à d'autres groupes armés et veiller à ce que tous les auteurs présumés d'atteintes et de violations en RDC soient traduits en justice. J'exhorte les États à exercer une pression maximale sur le Rwanda et la RDC pour qu'ils cessent tout soutien aux groupes armés connus pour avoir commis de graves atteintes aux droits humains, pour qu'ils veillent à ce que l'aide humanitaire parvienne à toutes les personnes dans le besoin et pour qu'ils soutiennent des processus de médiation et de paix efficaces. Une paix fondée sur les droits humains implique que les auteurs des crimes horribles qui ont été commis rendent des comptes. Elle implique de protéger les enfants traumatisés par la violence extrême dont ils ont été témoins et qu'ils ont enduré. Elle implique aussi de reconnaître et d'intégrer des mesures visant à établir la vérité et à réparer les dommages causés. Et elle implique enfin un engagement clair à empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent. Excellences, vous avez devant vous les faits. Cette connaissance doit être un levier de changement afin que ce Conseil et toute la communauté internationale agissent pour enrayer la violence, protéger les victimes et garantir la justice.
J'exhorte les États membres à assurer un soutien adéquat à la commission d'enquête chargée de faire avancer ce travail essentiel et d'établir les bases de la justice pour les innombrables victimes du conflit en RDC. Merci beaucoup. Merci à vous. Je donne maintenant la parole à son Excellence, M. Samuel Mbemba Kabuya Tanda, pour sa présentation. Merci, mais nous commencerons par un mot d'introduction du ministre d'État, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Madame et Messieurs les experts internationaux. Permettez-moi de présenter la délégation gouvernementale qui m'accompagne, Son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication des médias, Patrick Mouyaya, Son Excellence, Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, Ayeganagado Noëlla, et moi-même, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous exprimons notre volonté de répondre avec sérieux aux préoccupations exprimées dans les rapports et de poursuivre un dialogue constructif avec ces conseils. Je remercie le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour la qualité de ces rapports. Ceci confirme que le conflit à l'est de la RDC est un conflit armé international, avec la présence avérée de troupes rwandaises. Ce conflit n'est pas interne, il est alimenté par une agression extérieure menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Pour détailler l'ampleur de ces violations graves du droit de l'homme et du droit international humanitaire, je passe la parole à Son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains. Je vous salue au nom du président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du gouvernement et du peuple congolais. Tout en félicitant à mon tour le Haut-Commissaire pour son rapport final sur l'établissement des faits, je me vois obligé de relever que le Haut-Commissaire aurait pu, sur base de ses propres constatations, aller jusqu'à qualifier les faits en génocide. Monsieur le Président, des crimes massifs et systématiques sont commis en République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs AFC M23. Massacre des civils, déplacements forcés, violences sexuelles, enrôlement d'enfants, ainsi qu'attaques contre des infrastructures civiles essentielles, notamment des hôpitaux et des écoles. Les derniers en date remontent en juillet dernier, où près de 300 compatriotes ont été sauvagement massacrés dans le Rutshuru. Le rapport établi notamment par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en dit long. Human Rights Watch a été plus précis, notamment en documentant de manière détaillée les massacres de près de 140 Hutus. Ceci porte les germes d'un ciblage ethnique, point central du génocide au regard du droit international, et rappelle un autre triste massacre, celui de Kishiché en novembre 2022, commis par les mêmes forces avec les mêmes modus operandi. Par ailleurs, le gouvernement continue d'assurer le monitoring de toutes les violations des droits de l'homme
qui continuent d'être perpétrés par les forces d'occupation qui ont installé une véritable gouvernance par crime. La résolution S37-1 du Conseil des droits de l'homme condamnait ces violations et exigeait les retraits immédiats des forces rwandaises et leurs supplétifs AFC M23. Or, cette exigence reste lettre morte jusqu'à ce jour. La RDC appelle donc à l'opérationnalisation de la commission d'enquête indépendante, notamment par la nomination urgente des enquêteurs pour identifier les responsables et mettre fin à l'impunité. Pour répondre aux questions des responsabilités et clarifier la situation sur le terrain, je passe la parole à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, qui est dans la salle. Monsieur le Président, les FARDC sont une armée nationale et républicaine, soumise au droit international. Il n'existe aucun lien de commandement ni d'alliance politique entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les FDLR. Bien au contraire, des instructions présidentielles traduites en consignes pour l'armée sont strictes et interdisent toute forme de collusion et des mesures disciplinaires comme judiciaires sont systématiquement engagées à l'encontre de tout élément soupçonné. Nous réaffirmons notre engagement à prendre toutes les mesures nécessaires contre tout élément de FARDC qui se compromettrait par des actes contraires aux valeurs républicaines, y compris par de poursuites judiciaires. Le gouvernement juge donc de ces faits inapproprié toute tentative de présenter une fausse symétrie entre, d'une part, une armée nationale redevable de ses actes et défendant la souveraineté du pays et, d'autre part, un groupe armé subversif, supplétif d'un État voisin, dont la stratégie repose essentiellement sur la terreur, les crimes de masse et l'exploitation illégale des ressources naturelles, véritable raison de la guerre. S'agissant de Wazalendo, ce sont de groupes d'autodéfense qui protègent de populations face au massacre. C'est la résurgence du M23 qui a tout perturbé du processus de Nairobi. Vous vous souvenez, conduit par le président Uhuru Kenyatta et qui avait obtenu de tout ce groupe l'engagement à être démobilisé. Que ce soit la question du discours de haine, la question des réfugiés ou la question de la présence des FDLR, aucune de ces questions ne peut véritablement trouver des réponses tant que l'armée rwandaise continuera d'appuyer sa brigade avancée en République démocratique du Congo et continuer à perpétrer les crimes qui ont été mentionnés tout à l'heure par le ministre des Droits humains. Mais dans ces contextes, le gouvernement a créé la réserve armée des défenses dans l'objectif d'assurer un encadrement de ces forces après un processus de vetting rigoureux. La RDC voudrait exprimer sa gratitude aux experts internationaux, mais insiste pour que les moyens puissent être orientés prioritairement pour la mise en œuvre effective de la commission d'enquête indépendante, seule voie crédible pour briser les cycles de l'impunité et rendre justice aux victimes. L'Est de la RDC vit une tragédie humaine qui ne peut plus être ignorée. La RDC appelle donc ses conseils à agir sans délai pour établir la vérité, identifier les responsables et restaurer la dignité des victimes. C'est par des actes concrets et non par des simples paroles que nous soulagerons les souffrances des millions d'innocents et ouvrirons la voie à une véritable paix que nous voulons durable et définitive. Je vous remercie. Merci. Je donne maintenant la parole à Mme Bintou Keïta pour sa présentation, s'il vous plaît. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Haut-Commissaire, Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Ministre des Droits humains, Monsieur le Ministre de la Communication, Madame la Présidente de l'équipe des experts indépendants sur la République démocratique du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de féliciter Monsieur Samuel Mbemba,
nouveau ministre des Droits humains de la RDC, et de l'assurer de l'engagement de la MONUSCO à coopérer avec lui pour la protection des droits humains, la justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité. Je remercie le Haut-Commissaire pour sa présentation de la situation des droits de l'homme qui continue de se détériorer, affectant particulièrement les femmes, les enfants et les personnes déplacées par les conflits. Je salue le travail de la mission d'établissement des faits et la bonne coopération des États membres pour la bonne mise en œuvre de son mandat. Je salue également le travail important de l'équipe d'experts internationaux et demande à ce Conseil de continuer à le soutenir. Dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha, j'appelle toutes les parties à respecter leurs engagements et à veiller à ce que les droits de l'homme et la protection des civils soient au cœur de ces initiatives. En dépit de l'appel du Conseil de sécurité dans sa résolution 2773 à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, les affrontements se poursuivent. La violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire atteignent un niveau qui sape les efforts entrepris pour la fin de la violence dans l'est de la RDC. À cet effet, je suis profondément préoccupée par les exécutions sommaires dans le territoire de Rutshuru par le M23/RDF. Malgré les avancées enregistrées dans le cadre du dialogue d'Arua II dans la province de l'Ituri, dialogue soutenu par la MONUSCO, la situation sécuritaire s'est progressivement détériorée avec la reprise des hostilités entre groupes armés. Une fois de plus, la population civile en paye le plus lourd tribut. Au cours des 2 derniers mois, les forces démocratiques alliées ADF ont multiplié les attaques contre les civils au Nord Kivu et en Ituri, causant la mort de 152 civils, dont des femmes et des enfants, sur la période de juillet et d'août. La situation des victimes de violences sexuelles, particulièrement celle des femmes et des filles, me préoccupe profondément car le nombre de cas augmente tandis que l'assistance ne fait que diminuer. La situation humanitaire n'est guère meilleure. Plus de 8 millions de personnes déplacées prennent à recevoir l'assistance humanitaire à cause de l'insécurité et du manque de ressources. Et l'on déplore la perte d'au moins 13 travailleurs humanitaires depuis janvier 2025. Monsieur le Président, les abus des droits humains, avec notamment une multiplication des cas de détention arbitraire dans les zones sous contrôle du M23-AFC, restent préoccupantes. Les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes font l'objet de persécutions inédites. Dans les zones sous contrôle de l'AFC M23, la MONUSCO continue d'abriter des civils dans ses bases à Goma et à appuyer la protection de centaines de défenseurs de droits de l'homme, des activistes de la société civile et des journalistes. Malgré les défis sécuritaires, la mission continue de jouer un rôle crucial dans la protection des civils en Ituri et au Nord Kivu. En 2025, la mission a renforcé ses patrouilles dans les zones à haut risque, facilité le retour de déplacés dans certaines localités et soutenu la lutte contre l'impunité. Alors que des messages et discours de haine documentés avaient fortement baissé avant la fin de l'année 2024, l'on assiste, selon le seuil de Rabat, à un regain en lien avec la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est. Pour inverser cette tendance, la campagne Mieux vivre ensemble que les Nations unies ont lancée depuis le mois de mai vise à promouvoir la cohésion sociale et un climat propice à l'adhésion des communautés aux initiatives de paix. Ladies and gentlemen, the ongoing financial crisis. Mesdames et messieurs, la crise financière en cours affectant les Nations unies a fortement entravé notre possibilité à pleinement nous acquitter de notre mandat des droits humains, a réduit les déploiements sur le terrain, entravé l'assistance technique dans des zones critiques telles que la justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité, y compris pour ce qui est des informations de médecine légale, et a limité l'appui aux institutions nationales. Ce fardeau financier menace de faire reculer la situation en termes des progrès obtenus de haute lutte dans la protection des droits de l'homme, la redevabilité et la gouvernance démocratique. Merci. Je donne la parole à Madame Marie-Thérèse Keita-Bokoum pour sa présentation. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur le ministre des Droits humains, honorables représentants du gouvernement de la RDC, Excellences, Mesdames et Messieurs.
M. Bagoro et moi-même venons présenter nos conclusions et recommandations concernant les efforts déployés par la RDC en matière de lutte contre l'impunité et de mise en œuvre d'un processus de justice transitionnelle conformément à notre mandat conféré par la résolution 5734 du 11 novembre 2024. Dans le cadre de l'exécution de ce mandat, nous avons effectué 3 visites de terrain grâce à la continuelle et franche coopération avec les autorités congolaises que nous saluons. Nous saluons également le soutien inestimable du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de la MONUSCO et des autres structures du système des Nations Unies. Nous avons effectué notre mandat dans un contexte d'expansion du M23 ADF et de l'AFC dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, aggravant le conflit armé dans l'est du pays et entraînant des conséquences à la fois sécuritaires et humanitaires. Cette situation préoccupante intervient alors que la MONUSCO poursuit son désengagement et que la situation financière du secrétariat des Nations Unies demeure difficile, laquelle situation a d'ailleurs impacté la réalisation de notre mandat. Dans le domaine de la lutte contre l'impunité, nous notons que des efforts ont été faits en dépit de l'impact de la crise à l'est du pays sur la lutte contre l'impunité. Nous saluons la poursuite du processus de recrutement des magistrats avec la nomination de 2500 magistrats constituant la deuxième vague des 5000 magistrats nommés par le Conseil supérieur de la magistrature en 2022. En ce qui concerne la crise à l'Est, nous déplorons particulièrement les menaces contre les acteurs judiciaires, les défenseurs des droits de l'homme, les victimes et témoins des procès pour crimes graves, les journalistes ainsi que les chefs traditionnels. Nous nous inquiétons de l'aggravation de la crise humanitaire et exhortons les différentes parties au respect des droits de l'homme et des droits humanitaires internationaux et à prendre toutes les mesures pour protéger les civils, en particulier les femmes et les enfants. Nous invitons à cet effet le gouvernement à améliorer les mesures de protection du personnel judiciaire et des autres personnes affectées par la crise et invitons le Conseil de sécurité des Nations Unies à renforcer le mandat de la MONUSCO afin d'accroître ses capacités pour soutenir le gouvernement dans ses efforts de sécurisation du territoire. Nous demeurons inquiets du peu d'avancées des dossiers judiciaires, notamment les dossiers emblématiques ouverts dans le cadre de la crise Kamuna Sapou dans la province de Kasai central. Nous craignons que ce ralentissement au niveau judiciaire, combiné aux défis rencontrés par la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation, CPVJR, ait une incidence sur la réconciliation et la paix durable dans la province. Nous saluons les progrès récemment accomplis dans le domaine de l'expertise médico-légale, avec la remise officielle à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire d'un programme complet de 3e cycle et d'un programme de résidence en médecine légale. Nous appelons les autorités à concrétiser la mise en place de la filière de médecine légale dans les universités congolaises. En matière de justice transitionnelle, des progrès certains ont été accomplis, tant au niveau provincial qu'au niveau national, y compris l'initiative au niveau régional. Au niveau provincial, l'opération de la CPVJR du Kasai central se poursuit avec le lancement prochain de la phase d'audition. Au niveau national, nous notons la finalisation des documents juridiques importants relatifs à la justice transitionnelle, en particulier le projet de politique nationale de justice transitionnelle, le projet de loi fixant les principes fondamentaux en matière de justice transitionnelle et le projet de loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Nous encourageons le gouvernement et le Parlement à travailler à l'adoption définitive de ces différents textes afin d'opérationnaliser le processus de justice transitionnelle. Nous recommandons la poursuite des consultations nationales pour une meilleure prise en compte des préoccupations des populations dans le processus. Au plan régional, nous saluons les progrès réalisés au niveau des processus de paix en lien avec le conflit à l'Est, mais déplorons l'absence de redevabilité et de référence au droit à la vérité, à la justice, à des réparations et à des garanties de non-répétition pour les victimes. Nous appelons vivement à l'intégration de la justice transitionnelle dans les processus de négociation de paix et mettons l'accent sur la participation des organisations de société civile et des organisations féminines et encourageons également la poursuite de la coopération judiciaire transfrontalière. De nombreux défis demeurent cependant pour un aboutissement réussi du processus de justice transitionnelle. Il s'agit notamment de la mise en place d'une communication stratégique autour du processus, d'un financement conséquent, ainsi que la nécessité d'une coordination des mécanismes nationaux et des interventions des partenaires internationaux dans le domaine de la justice transitionnelle. Monsieur le Président, la RDC a indéniablement avancé en matière de justice transitionnelle, mais un travail important demeure, notamment en matière de lutte contre l'impunité et de recherche de la vérité, ainsi que de garantie de non-répétition, y compris au niveau sous-régional, afin que les auteurs
internes et externes de crimes graves répondent de leurs actes et que justice soit enfin rendue aux victimes. À cet égard, nous appelons les États membres et l'ensemble du système des Nations Unies, en particulier le Haut Commissariat, à joindre leur contribution aux efforts d'État congolais pour la paix, la réconciliation et le développement. Je vous remercie. Merci. La liste des orateurs est maintenant close et je donne la parole à M. Bessolé René Bagaro pour sa présentation. Monsieur Bagoro va répondre aux questions, s'il y en a, et donc nous pourrons continuer la suite. Alors, je donne la parole à M. Dismas Kitenge Senga. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Monsieur le ministre des droits humains de la République démocratique du Congo, honorables membres du Conseil, Mesdames et Messieurs. Je remercie le Conseil des droits de l'homme de l'occasion m'offerte de m'exprimer devant vous en tant qu'un défenseur des droits humains venant d'une des provinces ayant été affectées par des graves atrocités du passé, la ville de Kisangani, mais surtout comme témoin et acteur de terrain de l'évolution de la situation des droits humains en RDC depuis plus de 30 ans. La RDC traverse un des moments pires de son histoire suite à son agression par le Rwanda, la persistance d'un conflit armé et complexe sur toute la partie est de son territoire et par la gravité des violations des droits humains et des violences exercées sur les populations civiles. Alors que des lueurs d'espoir de paix se pointent à l'horizon avec l'accord de paix de Washington et des négociations de Doha au Qatar, sur le terrain, les populations civiles subissent des violences multiformes et extrêmes, tout en observant des dispositifs d'une reprise imminente des hostilités. Depuis la chute des villes de Goma et de Bukavu aux mains de rebelles du M23 et de l'AFC, la situation sécuritaire, humanitaire des droits humains est de plus en plus dégradante et catastrophique presque dans toutes les zones sous son administration. Des violences ciblées et presque systématiques touchent de jeunes, recrutement et enrôlement forcé, de jeunes filles et de femmes, presque plusieurs formes de violences sexuelles subies, des agents humanitaires, des hommes politiques, des fonctionnaires de l'État, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des agents des organisations internationales, des communautés spécifiques menacées, attaquées et d'autres tuées. Des attaques contre des édifices civils et de meurtres de non-combattants sont légion. Toutes ces violences contre des civils peuvent être assimilées à juste titre à des crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et autres. Dans leur réplique contre les forces d'agression et rebelles, les forces armées de la RDC et les forces d'autodéfense dénommées Wazalendo, jadis réputées avoir commis des exactions, assimilées et enrôlées dans l'armée régulière avec tenue et armes officielles, et ne prennent pas suffisamment de précautions pour protéger efficacement les populations civiles contre leurs attaques, assauts et bombardements, leurs dissensions et luttes internes, en faisant une distinction nette et claire entre combattants et non-combattants, en s'abstenant de commettre des différentes formes de violences sexuelles, de tortures, des actes de traitement cruels, inhumains et dégradants, en respectant les droits des prisonniers de guerre, en accordant le droit à un procès équitable et juste aux militaires en accusation devant les conseils de guerre et en ne tolérant pas à leur sein des différentes formes de discrimination. En dépit des avancées législatives sur des matières de droits humains, le gouvernement congolais doit veiller à respecter les droits des défenseurs des droits humains, des journalistes, de l'opposition politique et les droits à un procès équitable et juste à toutes les personnes mises en accusation, militaires soient-ils, régulièrement et massivement violées par les agences des renseignements civils, militaires, la police et la justice congolaise. La réduction de l'espace civique, l'escalade du nombre d'arrestations et de détentions illégales observées ces derniers mois, le non-accès aux maisons d'arrêt des services spécialisés précités, le rétablissement de la peine de mort et son prononcé régulier dans les décisions de justice continuent à nous inquiéter. La lutte contre l'impunité des graves violations des droits humains et des crimes internationaux commis sur le territoire congolais doit être la préoccupation principale de tous les organes internationaux, particulièrement celle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les espoirs de victimes et des témoins de nombreuses atrocités ravivées par les actions de deux institutions mises en place par le gouvernement, à savoir le FONAREV,
Fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles liées au conflit, des crimes contre la paix et la sécurité et l'humanité, la CIAVAR, Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, mérite d'être soutenue et accompagnée dans la mise en œuvre de tous les piliers de la justice transitionnelle et des réformes juridiques nécessaires et importantes à un véritable état de droit en RDC. Les différents accords de paix doivent prendre en compte les impératifs de justice, car le voix et les droits des victimes doivent être entendus et respectés. Pas de paix sans justice et sans justice, pas de paix durable. Une large partie de la société civile congolaise partage et soutient les analyses et les conclusions du rapport de la mission d'établissement des faits. Il nous paraît absolument nécessaire et utile de l'étendre à d'autres provinces touchées par des conflits tels que l'Ituri, le Tanganyika et la Chopo. Ce n'est pas le moment d'abandonner les droits humains en RDC. Bien au contraire, il faut les renforcer. D'où il est primordial d'appuyer efficacement et durablement les hauts commissariats aux droits de l'homme à travers le BCNUDH et le gouvernement congolais en matière de protection des droits humains, de la lutte contre l'impunité, de la documentation de violations des droits humains, des crimes internationaux et de demander aux États sans tarder de redoubler d'efforts pour soutenir urgemment l'opérationnalisation de la commission d'enquête tant réclamée et soutenue largement par la société civile congolaise comme base du travail à consolider. Merci de votre attention. Je peux informer les délégations que grâce à la disponibilité des techniciens et des interprètes, on va légèrement dépasser notre réunion jusqu'à 13h10 environ, ce qui nous permettra d'écouter les premières interventions des délégations intéressées. Mais d'abord, je donne la parole à la distinguée représentante du Rwanda en tant que pays concerné. Vous disposez de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Avant de prendre la parole, dans le cadre de notre déclaration, j'aimerais m'assurer d'avoir bien compris. Le ministre des Droits humains de la RDC, du gouvernement de la RDC, a-t-il accusé ma délégation et mon pays d'être génocidaires et d'effectuer un génocide sur le territoire? Nous souhaitons bien nous assurer du fait que cette auguste assemblée soit témoin de ces allégations sans se fonder sur des critères juridiques internationaux. Monsieur le Président, comme vous l'avez mentionné, nous souhaitons juste nous assurer que de la conduite de tous les participants qui soient dûment du plus haut niveau. Merci. Merci. J'aimerais vous suggérer de traiter de cette question de manière bilatérale et de continuer et prononcer votre déclaration. Vous disposez de 5 minutes. Je vous suggère d'examiner cette question de manière bilatérale en dehors de cette salle avec la délégation de la RDC et que pour l'instant vous poursuiviez et prononciez votre déclaration pour 5 minutes. Oui, mais Monsieur le Président, c'est une ligne rouge pour mon pays d'être accusé de ces allégations de génocide alors que nous savons que c'est un critère fondé sur le droit international. Aucun mécanisme n'a laissé cette possibilité ouverte. Je ne permettrai pas que cela se fasse au sein de cette Assemblée et sous votre direction. Monsieur le Président, nous souhaitons que vous abordiez ceci. Nous n'allons pas accepter cette allégation. Oui, si vous ne souhaitez pas prononcer votre déclaration maintenant, je vais donner maintenant la parole à la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC. Message par vidéo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je viens par ce canal en tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, avec un appel urgent à la conscience collective et solidarité réelle. Dans l'est de la République démocratique du Congo, et particulièrement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, des millions de nos concitoyens vivent sous la terreur quotidienne. Des villages sont incendiés, des femmes violées, des enfants enrôlés de force, des civils massacrés. Les droits fondamentaux y sont bafoués de manière flagrante, répétée et même planifiée. Ces atrocités sont perpétrées par des groupes armés soutenus par les forces étrangères, en particulier l'AFC M23, dont les liens avec le Rwanda
ont été largement documentés. Nous ne parlons pas ici des simples actes de rébellion, mais des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des violations graves du droit international humanitaire. L'analyse des données recueillies révèle que 61% des violations concernent le droit civil et politique, notamment le droit à la vie, le droit à la liberté. Nous en appelons solennellement ces conseils pour 1. Condamner clairement et fermement ces violations, ainsi que tout soutien étranger aux groupes armés. 2. Rendre effective les missions d'enquête sur les violations des droits de l'homme. 3. Appuyer les mécanismes de justice transitionnelle, de réparation aux victimes et de poursuite contre les auteurs des différents crimes perpétrés en République démocratique du Congo. Et 4. Assurer l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et des accords de paix en vigueur de Washington et de Doha. La Commission nationale des droits de l'homme travaille sans relâche pour documenter ces violations et accompagner les victimes. Merci. J'invite maintenant les délégations intéressées à poser des questions aux présentateurs et à formuler des commentaires sur leurs déclarations. Je rappelle que le temps de parole est limité à 1 minute et 30 secondes pour chaque intervention. Et je donne la parole au distingué représentant de la Suède au nom d'un groupe de pays. Merci, Monsieur le Président, et merci au commissaire, à l'équipe d'experts internationaux et à la mission d'établissement des faits pour leur rapport. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des pays nordiques et baltes. Nous nous félicitons de la signature toute récente d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Le processus de Doha qui se poursuit ainsi que de l'initiative de l'Union africaine. Toutes les parties devraient respecter leurs engagements et mettre un terme aux violations du DIH et du DIDH, y compris à la violence sexuelle et sexiste relative au conflit, ou qui s'inscrit dans le cadre de ce conflit. La détérioration de la situation humanitaire est très préoccupante. Nous condamnons les attaques encore perpétrées sur les civils par le M23 et d'autres factions armées dans l'est de la RDC. L'état de droit et l'obligation traditionnelle doivent prévaloir. Le rapport du mécanisme est essentiel et nous lui redisons notre plein soutien. Nous espérons donc que des solutions seront trouvées. Saïda Catalan et Malko Sharp, qui ont été donc assassinés en 2017, doivent voir leur situation faire l'objet d'une enquête et d'une poursuite. Enfin, je m'adresse au commissaire. Que pouvons-nous faire tous ensemble pour le président interrompt? Mr. President, High Commissioner. Merci. L'Union européenne remercie la mission d'établissement des faits et l'équipe d'experts internationaux pour leurs rapports respectifs. Nous félicitons également tous ceux et celles qui ont livré une assistance technique dans le domaine médical. Autant d'efforts qui sont essentiels pour la lutte contre l'impunité. Nous sommes particulièrement alarmés de la situation qui ne cesse de se détériorer dans l'est de la RDC, mais aussi des violations multiples perpétrées par toutes les parties, y compris des actes constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'Union européenne est atterrée par tout ce qui se passe. La détérioration de la situation humanitaire dans l'est de la RDC implique que la mission d'enquête pour la RDC soit immédiatement créée et entre en fonction. Et il faut donc que les mandats qui ont été créés par ce Conseil soient correctement financés.
Monsieur le Haut-Commissaire, dans quelle mesure est-ce que le Haut-Commissariat peut continuer de recevoir des informations selon lesquelles les droits de l'homme font l'objet de violations graves? De même pour le DIDH, combien de temps allons-nous devoir attendre pour qu'un mécanisme donc soit créé? Mr. President. Monsieur le Président, le Rwanda réfute donc les allégations selon lesquelles il pilote ou contrôle le M23 ou toute autre faction armée. En vertu du droit international, il faut absolument donc, si des allégations sont faites, qu'elles soient au préalable vérifiées. On ne peut pas, comme ça, se fier à des sources qui ne sont pas étayées, donc, comme je le disais, par des éléments de preuve. Le M23 apparaît 110 fois dans le rapport. Les FDR et les FRDC, donc 65, 22, les FDLR, seuls 15, et des groupes d'armées génériques, donc 23, donc dans ce rapport. Et il y a un déséquilibre qui, évidemment, biaise non seulement les discours, mais aussi la réalité sur le terrain. 53 groupes armés opèrent activement dans la RDC orientale et aux côtés des FRDC, y compris donc des mercenaires, des contractuels privés et d'autres factions. Cela, bien sûr, ne fait qu'alimenter des assertions et des discours non étayés. Le Rwanda aspire à la paix et à la stabilité. Et nous n'accepterons plus de faire l'objet d'accusations sans fondement. Comme je le disais, on ne peut pas négocier des éléments de preuve matérielle comme ça, on ne peut pas alléguer n'importe quoi. Le Rwanda réfute également des allégations faites en juillet 2025 qui, là encore, n'ont pas été vérifiées. On ne peut pas se fonder sur de simples photos ou images. Notamment si par la suite des discours inflammatoires sont prononcés. Par ailleurs, je précise que les communautés Tutsi dans la province de Melengwe au Kivu du Sud font l'objet donc d'incitation à la haine et de discours de haine. Il faut absolument que ce Conseil agisse immédiatement. Il faut remettre les choses dans leur contexte. La RDC s'est toujours efforcé donc de neutraliser les FDLR et par le biais de l'accord de Washington, mais aussi d'autres initiatives, ou aussi dans le contexte du mandat de la MONUSCO, ou encore en donnant effet aux résolutions du Conseil de sécurité. Nous nous sommes toujours efforcés d'aller dans ce sens. La RDC, pour sa part, propage donc une idéologie génocidaire et diffamatoire. Cela fait déjà plus de 20 ans qui se sont écoulés, des millions ont été dépensés, les civils ne sont toujours pas protégés et nous sommes alarmés par le fait que aujourd'hui, en fait, eh bien, il y a de plus en plus d'armes et on recrute de plus en plus, l'armée, je veux dire. Et on ne peut pas simplement se fier à, on ne peut pas se fier à de simples rapports pour faire ces affirmations. Alors, je conclurai en insistant sur 3 points. Le Conseil devrait donc interrompre la création de nouveaux mandats et permettre aux mécanismes d'ores et déjà existants d'intervenir au titre des points 2 et 10. Et nous l'invitons également donc à redéployer les ressources pour qu'elles soient efficaces, notamment pour les civils. 2. Publier donc des éléments de preuve qui satisfassent à tout le monde et ne pas se contenter donc de simples condamnations qui sont contre-productives, notamment si elles sont infondées. Pour ce qui est donc du Rwanda, nous avons présenté une motion d'ordre sur laquelle le président du Conseil a fermé les yeux, ce qui est tout à fait atterrant. Il faudrait éviter donc de s'adonner à des préjugés, notamment à l'encontre de pays comme le mien. Merci. Je rappelle que les motions d'ordre doivent être... Nous nous retrouvons cet après-midi à 15 h pour poursuivre le dialogue interactif renforcé
sur la République démocratique du Congo et entamer le débat général sous le point 2 de l'agenda. Je déclare close la 3e séance de la 60e session du Conseil des droits de l'homme. Merci et bon appétit.